Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre édition du soir de ce mercredi 14 septembre, dont voici les principaux titres. Le tout fraîchement élu président du Kenya, William Ruto, a prêté serment hier. Il a demandé à la population une unité nationale autour de son projet. Il en a profité également pour annoncer ses premières mesures. Elles sont essentiellement liées aux difficultés économiques graves que traverse le pays. Au Congo, le Premier ministre a lancé les États généraux de l'éducation. Ces assises doivent permettre aux autorités de faire un état des lieux sur les nombreuses difficultés que rencontre le secteur de l'éducation un peu moins d'un mois avant la rentrée scolaire. Les Anglais étaient attendus par centaines de milliers ce mercredi dans la capitale pour saluer une dernière fois leur reine, Elisabeth II. Sa dépouille était de retour près d'une semaine après son décès en Écosse dans son château de Balmoral. Les Britanniques continuent de rendre hommage à la reine jusqu'à lundi prochain, le jour des funérailles nationales. Et on ouvre cette édition avec le Kenya. Le tout nouveau président s'engage à travailler pour tous les Kenyans. Il fait appel à l'unité nationale. William Ruto a prêté serment ce mardi, devenant ainsi le 5e président après plusieurs semaines de controverses. Lors de son discours, il a annoncé ses premières mesures en tant que président, comme la réduction des prix des engrais, le soutien aux producteurs agricoles ou encore la lutte contre le chômage. On fait le point sur la situation avec Émeric Towignan. Moi, William Samoei Ruto, je jure que je servirai fidèlement et diligemment le peuple et la République du Kenya dans la fonction de président de la République du Kenya. Une main posée sur la Constitution, l'autre tenant une Bible, William Ruto prête solennellement serment. Document paraphé, poignée de main sous les acclamations d'un public venu nombreux au Kasarani Stadium à Nairobi. Le voilà devenu officiellement, depuis mardi, le 5e président du Kenya. Finir l'heure des tiraillements politiques liés à l'élection, le nouveau président veut désormais tourner la page et rassembler tous les Kenyans. Je voudrais spécialement remercier mon digne compétiteur et ami, l'honorable Raila Amolo Odinga, et à sa colistière, l'honorable Martha Wangari Karua, ainsi que tous les autres candidats qui ont mené une campagne vigoureuse et déterminée. Je les assure que leurs partisans seront mes électeurs et que nous travaillerons avec tous les Kenyans, peu importe pour qui ils ont voté. Mais les relations entre son adversaire Raila Odinga et lui ne sont pas des plus tendres. L'opposant historique qui manque pour la 5e fois de prendre le fauteuil présidentiel, malgré le soutien du chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta, a boycotté la cérémonie d'investiture de son rival William Ruto. La veille, il a répété que l'élection n'avait pas été libre et équitable. Le score du scrutin était serré, le camp Odinga avait crié à la fraude, mais au final, la Cour suprême a confirmé la victoire de Ruto. Le plus grand gagnant de cette élection est de loin le peuple du Kenya. Nous avons bien réussi en tant que nation. Nous avons ouvert la voie dans un environnement de plus en plus difficile où la démocratie est constamment mise à l'épreuve. Les défis du nouveau président sont grands. Même si le Kenya est l'économie la plus dynamique d'Afrique de l'Est, elle fait face à d'importantes difficultés, à commencer par l'explosion des prix des carburants et des produits de première nécessité. L'inflation a atteint un niveau record et la monnaie nationale est en chute libre. Le chômage des jeunes est également un problème majeur. Contre ce phénomène, William Ruto promet de mettre en place un fonds des débrouillards d'un montant de 50 milliards de shillings kenyans, environ 410 millions d'euros. Un fonds qui permettra d'accorder des prêts aux petites entreprises. À Khartoum, la capitale somalienne, des milliers de personnes ont manifesté mardi dans les rues pour réclamer une fois encore le départ des militaires au pouvoir depuis le renversement du mois d'octobre 2021 et surtout, ils réclament le retour des civils au pouvoir. On fait le point avec Mathieu Nicolas. Slogans hostiles, pancartes et drapeaux dans le vent. Au Soudan,
Les jours se suivent et se ressemblent. Les manifestations contre le pouvoir militaire persistent. Mardi, à Khartoum, la capitale, ils étaient à nouveau nombreux dans les rues à défier le pouvoir, avec les mêmes réclamations, le départ des militaires et surtout le retour des civils au pouvoir. Une solution ne peut être trouvée qu'en répondant à nos demandes. Nous continuerons à manifester. Il n'y a pas de délai pour la révolution. Une fois que vous aurez satisfait nos demandes, les manifestations s'arrêteront. Depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan en octobre 2021, les Soudanais ne digèrent toujours pas le coup de force militaire. Régulièrement, avec colère, ils manifestent leur désaccord, mais se heurtent à une répression qui a déjà fait 116 morts et des milliers de blessés. Nous voulons la justice avant toute chose, car sans justice, nous ne pouvons pas avoir d'État démocratique. Nous avons besoin d'un État civil et pour cela, nous avons besoin de justice. Et alors, la paix et la liberté suivront. Nous lançons un appel au monde entier. Notre révolution est pacifique et nous vaincrons parce que nous sommes pacifiques alors qu'ils nous tirent dessus avec leurs armes. Nous perdons un martyr chaque jour. Mardi, des manifestants brandissaient des portraits des victimes de la répression, tandis que d'autres portaient celui du général Burhan, le visage barré d'une croix et l'inscription « Burhan, dehors ». À la surprise de tous, le général Burhan s'était dit prêt, début juillet, à s'effacer devant un gouvernement civil. Mais pour l'opposition, il ne s'agirait que d'une tactique pour garder la main sur le pays. Les manifestations rappellent que les Soudanais ne sont pas prêts à baisser les bras. Au Congo, l'éducation nationale est au centre des assises des États généraux. C'était le lancement officiel ce 13 septembre à Brazzaville des assises des États généraux de l'éducation nationale. Donc, toute la communauté nationale éducative s'attelle à la réussite de cet événement. Ces assises doivent notamment permettre aux autorités de faire un état des lieux sur les nombreuses difficultés que rencontre le secteur de l'éducation un peu moins d'un mois avant la rentrée scolaire. Louis-Marcel Satou, notre correspondant local, a investigué. Pour un système éducatif plus performant au Congo, il sera organisé en décembre prochain les assises des États généraux de l'éducation nationale. Prélude à ces grandes retrouvailles, il a été lancé officiellement ce 13 septembre 2022 à Brazzaville les travaux de ces assises par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, en présence des représentants du système des Nations Unies au Congo. Elo Manson Mampuya, haut commissaire chargé à l'organisation des États généraux, entend mettre tout en œuvre pour que la jeunesse actuelle trouve son compte. Les États généraux ont pour objectif de construire un pacte social à la fois participatif et inclusif sur l'école pour les 5 ou 10 prochaines années. Le contexte mondial impose une transformation de l'éducation au regard des enjeux planétaires. Mais nous devons savoir où nous voulons aller et ce que nous voulons devenir. Le Premier ministre, chef du gouvernement, veut à tout prix relever le défi dans son travail acharné. Cette importante initiative d'envergure nationale, arrimée aux standards internationaux et axée sur une démarche inclusive et participative, se donne le grand défi de doter à terme notre pays d'un nouveau génome humain disposant des capacités et des compétences créatives et transformationnelles aux échelons internationaux en vue de garantir l'émergence de notre pays porté par une économie forte, diversifiée et résiliente face aux crises et une croissance endogène et inclusive engendrée par la transformation de nos ressources naturelles et de nos matières premières. Il tient à souligner que les conclusions des assises des États généraux sur l'éducation nationale seront mises sur la table du gouvernement congolais. Et justement, la rentrée scolaire, parlons-en, elle se fera le 3 octobre prochain, l'occasion pour les parents de faire la chasse aux bonnes affaires, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de notre correspondant local sur place, Louis-Marcel Satou. À l'orée de la rentrée scolaire en République du Congo, les parents et vendeurs s'activent pleinement pour un bon départ pour l'école de leurs enfants. Certains parents prennent déjà le soin de procurer les fournitures scolaires de leurs enfants,
Le cas de Mimi Gisèle, très ravie de préparer la rentrée scolaire de ses enfants. Nous sommes venus préparer la rentrée des enfants. Malgré il n'y a pas l'argent, nous sommes obligés d'acheter, mais le prix ici, là, en tout cas, ça va. Tout se passe bien. Les vendeurs aussi trouvent leur compte tout en appréciant la réalité de la vente sur le marché. Jean-Aloïse Lobassou, vendeur de fournitures scolaires, se dit satisfait. Les choses commencent à démarrer, mais très lentement. Tout simplement peut-être parce qu'ils n'ont pas encore perçu leur rémunération du mois. Mais sinon, on voit la clientèle venir préparer sa rentrée scolaire pour les parents prévoyants. Tout se passe bien. Par contre, Bonzozi Nicole, vendeuse aussi, trouve les prix à la hausse de ses fournitures scolaires. Les choses sont chères, les cahiers, les cartons c'est monté, les tenues c'est monté. Vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Non, ce qu'on dit, les prix là, les clients ne veulent pas donner de l'argent qu'on dit là. La rentrée scolaire est prévue pour le 3 octobre prochain. En Éthiopie, les bombardements continuent sur la capitale du Tigré, Mekele, et 10 personnes ont été tuées par 2 bombardements aériens, peu après que les autorités rebelles de la région ont ouvert la porte à un cessez-le-feu et des négociations de paix avec le gouvernement éthiopien. Ce sont 2 frappes de drones qui ont atteint une zone résidentielle. Le gouvernement n'a jusqu'à présent fait aucun commentaire sur ces frappes. Place maintenant au reste de l'actualité internationale commentée aujourd'hui par Adiata Ngoïba. Au Mali, d'anciennes personnalités exilées dans le collimateur de la junte militaire. Et puis en Chine, Xi Jinping est au Kazakhstan pour sa première visite à l'étranger depuis la pandémie de coronavirus. Enfin, Arménie, Azerbaïdjan, on compte au moins 100 morts. C'est parti. Au Mali, plusieurs personnalités sous l'ancienne présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta sont recherchées par la junte au pouvoir. Le sort de certaines d'entre elles est lié au bras de fer diplomatique entre le pays et la Côte d'Ivoire. La plupart sont poursuivis pour 2 affaires de corruption présumées, l'achat d'équipes militaires et l'acquisition d'un avion présidentiel en 2014. La semaine dernière, la junte malienne a lié la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako à l'extradition de certaines de ces personnalités maliennes qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Le président chinois Xi Jinping est en visite depuis ce mercredi au Kazakhstan. C'est sa première visite à l'étranger depuis la pandémie du Covid-19 en 2020. Il a été accueilli par son homologue Kassim Jomart Tokayev. La Chine souhaite coopérer avec le Kazakhstan dans la lutte contre le trafic des drogues, le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme religieux. Cette visite intervient à la veille d'un sommet régional avec notamment son homologue russe Vladimir Poutine. Objectif : approfondir leur alliance face aux Occidentaux. Le bilan s'alourdit dans le Haut-Karabakh. Au moins une centaine de soldats arméniens et azerbaïdjanais ont perdu la vie mardi dans des violents combats. Le ministère azerbaïdjanais déplore la perte de 50 militaires. Pour sa part, le premier ministre arménien Nikol Pachina a fait état dans la matinée de 50 militaires arméniens tués. Les 2 États s'accusent mutuellement d'avoir relancé les hostilités. La communauté internationale, elle, appelle à la retenue et à un règlement pacifique du conflit. Parlons maintenant de la crise énergétique. La première ministre Elisabeth Borne a présenté ce mercredi après-midi l'état de la situation énergétique en France ainsi que son plan pour réduire la facture des ménages lors d'une conférence de presse. En plus de ce bouclier tarifaire qui va permettre de limiter à 15% la hausse des tarifs du gaz en janvier prochain et de l'électricité au mois de février, donc au lieu de plus de 200%, des chèques énergie exceptionnels de 100 à 200 euros seront versés d'ici la fin de l'année aux 12 millions de foyers les plus modestes en France. Mathieu Nicolas. Un moyen de dresser un état des lieux de la production d'énergie en France à l'approche de la saison hivernale. Mercredi, la première ministre Elisabeth Borne a dévoilé le dispositif d'aide de l'État afin d'affronter les pics de consommation cet hiver et la flambée des prix. Elisabeth Borne dit compter sur les Français pour prendre leurs responsabilités et faire preuve de la sobriété nécessaire. Il n'y aura pas de coupure. Nous n'aurions alors pas besoin d'activer le dispositif de rationnement pour les entreprises qui consomment beaucoup de gaz. Le second enseignement,
c'est que seule la sobriété et la solidarité européenne nous permettront d'éviter des coupures et des rationnements dans les cas de figure les plus pessimistes, comme un hiver particulièrement froid cumulé à des difficultés d'approvisionnement. Les foyers les plus modestes devraient être épargnés par cette demande de sobriété. Ils seront accompagnés et bénéficieront d'un chèque énergie moyen de 150 €. 12 millions de foyers d'ici la fin de l'année sont concernés. La Première ministre a également annoncé le prolongement du bouclier tarifaire en 2023. Toutefois, il contiendra une hausse limitée à 15% des prix du gaz en janvier 2023 et de 15% des prix de l'électricité en février 2023. 15% au lieu de 120%, c'est l'engagement que nous prenons. L'écart ne sera pas reporté sur les factures des consommateurs en 2024 ou plus tard, il sera pris en charge par l'État. Très concrètement, ces augmentations vont conduire à une hausse moyenne des factures de l'ordre de 25 € par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, au lieu d'environ 200 € par mois. Selon le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, toutes ces mesures coûteront 11 millions d'euros pour le bouclier tarifaire et près de 2 millions pour le chèque énergie. Le gouvernement dit dépenser au total 2,2% de son PIB pour protéger les citoyens et les entreprises. Par les mesures annoncées, l'exécutif cherche à rassurer les Français alors que l'hiver s'annonce difficile. Et au niveau européen, Ursula von der Leyen a présenté ce mercredi ses mesures d'urgence concernant l'énergie. L'exécutif européen a déjà esquissé plusieurs pistes. Un plafonnement des super-profits du nucléaire et des renouvelables, dont les coûts de production sont très en deçà du prix du marché, pour les redistribuer. Des objectifs contraignants de réduction de la demande d'électricité, une contribution réclamée aux groupes gaziers et pétroliers. Ces mesures concernent aussi l'hydrogène. Écoutez. Nous voulons produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2030. Pour y parvenir, nous devons créer un animateur de marché pour l'hydrogène afin de combler le déficit d'investissement et de mettre en relation l'offre et la demande future. C'est pourquoi je peux annoncer aujourd'hui que nous allons créer une nouvelle banque européenne de l'hydrogène. Les Britanniques étaient attendus par centaines de milliers ce mercredi à Londres pour saluer une dernière fois leur reine Elisabeth II. Sa dépouille était de retour dans la capitale près d'une semaine après son décès en Écosse, dans son château de Balmoral. Après une nuit au palais de Buckingham, la dépouille va rejoindre Westminster Hall, la plus vieille chambre du Parlement britannique, au terme d'une procession solennelle dans le centre de Londres. Ces funérailles auront donc lieu lundi prochain. Écoutez quelques réactions de londoniennes. Nous avons passé la nuit ici avec des amis. C'est très important de voir la reine pour la dernière fois. C'est très spécial. C'est une femme extraordinaire. Juste vraiment triste. Je voulais juste présenter mes respects à la reine. Même quand j'étais enfant, je venais la saluer et j'ai assisté à tous les jubilés. Et c'est une femme extraordinaire j'ai les larmes qui montent, que j'admire vraiment, avec une telle humilité et un tel dévouement au service, une telle foi et une figure de proue incroyable. C'est un exemple pour le monde entier. Je me sens juste assez triste. Désolée, vraiment triste de parler d'elle. Il fallait que je vienne, il fallait que je sois là pour lui présenter mes respects. Parlons maintenant de la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky s'est rendu à Izium, une ville stratégique reconquise dans la région de Kharkiv, à l'est de l'Ukraine. C'est pour le président une première visite dans les territoires repris aux Russes ce mois-ci, au cours d'une contre-offensive fulgurante. Volodymyr Zelensky a participé à la cérémonie de la levée du drapeau ukrainien. Il a posé pour la photo devant le drapeau et il a communiqué avec les militaires pour immortaliser cet événement.
Une page de football maintenant. Le manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a donné une conférence de presse hier à Yaoundé, au siège de la Fédération camerounaise de football. Principal point à l'ordre du jour, la publication de la liste des 26 joueurs sélectionnés pour les matchs amicaux de la préparation de la Coupe du Monde du Qatar 2022. Une liste qui ne fait cependant pas l'unanimité au sein de la classe sportive qui déplore la non-participation des principaux leaders de la sélection nationale. Compte rendu avec Gaël Jacam. Eboussé Enzo, Omar Gonzalez. C'est officiel, ils sont désormais connus, les 26 joueurs qui défendront les couleurs du drapeau camerounais à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le manager, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, vient de dévoiler sa liste au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. Wu Christopher, Faye Collins, Olivier Baizo, Moulou Tolo, Ondoa Gaël. Rigobert Song décide de compétir avec 80% de l'effectif qui a pris part au match de Blida contre l'Algérie, ramenant à ses côtés les ténors tels que Nicolas Nkoulou et Georges Mandiek. Une liste critiquée du fait de l'exclusion de certains joueurs qualifiés au rang desquels Maxime Choupo-Moting, Zambou Anguissa et Mikaël Ngadu. Mais il rassure quant aux raisons de son choix. C'est des leaders de l'équipe. Est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce qu'on a besoin encore de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on voie aussi d'autres. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Le manager, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, opte dès lors pour un équilibre de son équipe tout en donnant la chance à tout le monde, cette nouvelle cuvée étant la relève de demain. On va à une compétition, ce n'est pas un match. C'est une compétition auquel je pense que nous avons espoir. On va tout donner pour que nous essayions d'arriver au-delà. Donc, on essaye les autres pour voir de trouver un équilibre. Si jamais il arrive un souci, à l'autre, il peut compléter. Le Cameroun est donc résolument tourné vers le Qatar avec ses matchs amicaux qu'il disputera face à l'Ouzbékistan et la Corée du Sud les 23 et 27 septembre prochains. Le Cameroun, qui rappelons-le, appartient au groupe G avec le Brésil, la Serbie et la Suisse. Et on termine ce journal avec le Mali qui, malgré une actualité très chahutée, a décidé de faire la promotion des sites touristiques locaux. Un projet intitulé le Bamako City Tour, une initiative qui vise essentiellement évidemment un public bamakois pour les vacances. En effet, dans cette dynamique de relancer le secteur du tourisme, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, en partenariat avec les acteurs du secteur, a organisé cette année une série d'activités touristiques sur certains sites et monuments. Reportage de notre correspondant local à Bamako. Le top départ de ce Bamako City Tour a été donné devant le Musée national de Bamako par le directeur de l'agence Mali Tourisme en personne. En 5 heures d'horloge, ces visiteurs vont découvrir des sites touristiques emblématiques de Bamako, encore méconnus du grand public. À bord d'un minibus, les touristes, en majorité des locaux, sont transportés dans différents sites d'attraction de la capitale. Premier lieu visité par ce groupe de curieux est le site de Woyo-Wayanko, situé en périphérie de la capitale. Ce site symbolise, selon cet historien qui sert de guide aux visiteurs du jour, la bravoure des résistants africains à la pénétration coloniale française. Depuis Sénégal jusqu'à Kita, toutes les résistances ont été écrasées. Donc, arrivé à Bamako, à la bataille de Woyo-Wayanko, ils ont subi une première défaite pour la première fois de l'histoire de la conquête coloniale française. Bamako City Tour est une initiative du ministère du Tourisme à travers la direction de l'agence du Mali Tourisme. Son objectif, lancer le tourisme local en souffrance depuis 2012 du fait des attaques djihadistes qui touchent le pays. L'objectif, c'est justement de booster le tourisme domestique, permettre à l'ensemble de nos concitoyens de découvrir le riche patrimoine culturel du Mali. Aujourd'hui, Bamako City Tour, c'est un ensemble de dispositifs. Les agences de voyage sont là, les artisans, les promoteurs culturels. Tous contribuent justement à offrir cette expérience inoubliable à la clientèle. L'initiative est saluée par les agences du tourisme qui appellent à une meilleure exploitation du secteur. Quand on prend sur le plan macroéconomique,
le tourisme pouvait occuper la première place dans le PIB du Mali. On était en voie pour ça, mais malheureusement les événements sont venus tout chambouler. Pour attirer un grand nombre de Maliens, le gouvernement a subventionné les activités de Bamako City Tour à hauteur de 90%. Une subvention qui permet de réduire des tarifs à payer pour visiter les sites touristiques de la capitale. C'est d'ailleurs ce qui a motivé Aminata Diallo, une Guinéenne. Tout ça a été plutôt bénéfique parce que surtout sur un tout petit montant, 1000 francs, qui c'est une équivalence de 10 000 francs guinéens ou 11 000 chez nous. Et ça te permet de t'enrichir en termes touristiques. Non seulement j'ai pu visiter ça, et en plus c'est ma toute première fois de monter sur une montagne. Donc ça a été vraiment une belle aventure. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, encourage l'initiative en accompagnant des touristes à Dogodouma. Le tourisme, on ne le sait pas encore dans notre pays. Mais les premiers touristes dans un pays, c'est d'abord les habitants du pays. Tous les grands pays qui sont visités dans le monde, ce sont des pays qui sont visités d'abord par leurs ressortissants, avant l'extérieur. En tout, ces touristes locaux qui ont payé chacun 1000 francs, un peu moins de 2 €, ont visité 2 sites en 5 heures de temps. Après le Bamako City Tour, qui est un projet pilote, les autres régions du Mali auront chacune son tour. C'est maintenant la fin de ce journal. Merci encore d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous retrouve dès demain pour l'édition de la mi-journée.